Un petit mot avant de commencer. Vous le savez certainement, je suis professeur d'histoire-géographie au lycée. Et même si dans mon établissement les choses se passent bien, ce n'est malheureusement pas le cas partout. On connaît tous de près ou de loin des collègues qui se sont retrouvés confrontés à des situations tendues. Des insultes ou des menaces, la pression de certains parents, quand ce n'est pas de véritables agressions verbales devant le portail. Et ce genre d'incident peut vite prendre de l'ampleur. Dans ces moments-là, on est vraiment soulagé de pouvoir compter sur une protection adaptée. Et c'est pour ça que je vous parle aujourd'hui de l'assurance professionnelle Maïf pour les enseignants. Elle couvre ce qu'on n'imagine pas forcément au quotidien. Les incidents en sortie scolaire, les accusations injustifiées, les tensions avec les familles ou encore la diffamation en ligne. Bon, bien entendu, il y a quelques limites et conditions, mais je vous encourage vraiment à vous renseigner. Cette assurance coûte moins de 4 € par mois. Alors si comme moi vous voulez aborder la rentrée de septembre avec sérénité, je vous invite à vous renseigner sur leur site maif.fr à la rubrique Assurance enseignant. Enseigner et accompagner ses élèves, c'est tellement mieux quand on sait qu'on est bien couvert. Allez, maintenant on retourne dans le passé, c'est parti. Et merci à Maïf de sponsoriser ce podcast. La révolution iranienne de 1979. Bonjour à tous. Imaginez un pays au carrefour de l'Orient et de l'Occident, déchiré par une modernisation forcée et des traditions ancestrales. Un pays riche en pétrole, dans une position stratégique, soutenu par l'Occident, et que l'on qualifie alors d'îlot de stabilité. Et pourtant, ce pays, l'Iran, que l'on a longtemps appelé la Perse, va connaître un bouleversement sans précédent. Janvier 1979, le roi d'Iran, que l'on appelle le Shah, Mohammad Reza Pahlavi, de son vrai nom, règne depuis 37 ans d'une main de fer. C'est l'homme le plus puissant du Moyen-Orient et un monarque absolu. Et pourtant, son régime va s'effondrer. Des millions d'Iraniens envahissent les rues de Téhéran, d'Ispahan, de Tabriz. Partout dans le pays, c'est l'insurrection. En quelques semaines, 2500 ans de monarchie persane s'écroulent comme un château de cartes. Et un mois plus tard, un vieil homme en turban noir descend d'un avion d'Air France à Téhéran. L'ayatollah Khomeini, de retour après 15 ans d'exil. Bienvenue dans cet épisode consacré à la révolution iranienne de 1979. Vous allez découvrir l'une des révolutions les plus spectaculaires du XXe siècle. Une révolution unique qui mêle ferveur populaire, guerre d'influence et retour du religieux sur la scène politique. Comment ce pays réputé stable, allié des États-Unis, a-t-il basculé vers une théocratie islamique qui a transformé l'Iran, redessiner la géopolitique mondiale et donner naissance à l'islamisme politique moderne. Comme souvent, pour comprendre les origines de cette révolution, il faut remonter aux années précédant 1979. L'Iran est alors dirigé par le Shah Mohammad Reza Pahlavi, un souverain autocratique. Son pouvoir s'appuie solidement sur l'armée et sur une police secrète redoutée, la SAVAK, qui muselle toute opposition politique. Dans les années 60, le Shah veut moderniser l'Iran. Il se présente lui-même comme un monarque éclairé et il lance un programme ambitieux, la Révolution blanche. Au menu, industrialisation à marche forcée, émancipation des femmes, elles votent pour la première fois en 1963, occidentalisation de la société. L'Iran est un beau pays et je crois que les Occidentaux y sont fort appréciés. Seulement voilà, cette modernisation brutale bouleverse tout. Les structures sociales traditionnelles volent en éclats. Les conservateurs se crispent. En octobre 1971, le Shah organise à Persépolis une fête pharaonique pour célébrer les 2500 ans de la monarchie persane. Champagne français, caviar iranien, invités du monde entier, pendant que le peuple se serre la ceinture. Mais ni les bruits des festivités qui se déroulent à Persépolis, ni les effets de l'industrialisation ne parviennent jusqu'aux villages iraniens. Résultat, le Shah devient aux yeux de son peuple un dictateur corrompu, une marionnette de l'Occident.
Et face à lui, l'opposition se cristallise autour de deux camps que tout oppose. Dans le premier camp, les religieux chiites. Eux détestent l'occidentalisation du pays, l'émancipation des femmes, cette modernité imposée d'en haut. Petite parenthèse importante, les chiites forment l'une des deux grandes branches de l'islam. Partout ailleurs dans le monde musulman, ils sont minoritaires. Mais en Iran, ils représentent 90% de la population. C'est unique. Dans le deuxième camp de l'opposition, les élites urbaines, les intellectuels, les étudiants. Alors eux aussi détestent le Shah, mais pour des raisons opposées. Ce qu'ils veulent, la démocratie, la liberté politique. Et dans leur rang, on va trouver des communistes, mais aussi de simples démocrates. On a donc deux visions de l'Iran, deux projets de société, mais un même ennemi, le Shah. Et pour couronner le tout, à la fin des années 70, l'économie s'effondre. L'inflation, c'est-à-dire l'augmentation des prix, est galopante, ce qui oblige le gouvernement à geler les salaires. Le mécontentement explose. C'est donc dans ce contexte agité que se profile la figure de l'ayatollah Khomeini. Il est né en 1902, c'est un ayatollah, c'est-à-dire un chef religieux très important dans le clergé chiite. Il porte un turban noir, car dans la tradition chiite, cette couleur indique qu'il est un seyyed, c'est-à-dire qu'il se revendique comme un descendant direct du prophète Muhammad. C'est surtout un opposant de longue date au Shah, qu'il considère comme impie. Alors ça a entraîné son exil en 1964, un exil d'abord en Irak, puis en France. Mais Khomeini ne se tait pas. Depuis son exil, il prêche, il appelle au renversement du pouvoir, il théorise une république islamique dirigée par des religieux. Et pour diffuser son message, il va utiliser des cassettes audio qui circulent clandestinement en Iran. Et donc ces petites bandes magnétiques qui passent sous le manteau font de lui le guide charismatique de la révolution à venir. D'ailleurs, le 7 janvier 1978, le gouvernement iranien publie une tribune diffamatoire contre Khomeini. Et c'est l'étincelle qui met le feu aux poudres. Des révoltes éclatent à Qom, à Tabriz, et le régime les réprime dans le sang. Mais les funérailles des victimes donnent l'occasion d'organiser de nouvelles manifestations, qui sont à leur tour réprimées. Et donc un cycle infernal s'enclenche. Et le 8 septembre 1978, la situation atteint son paroxysme avec le Vendredi noir. Une grande manifestation à Téhéran est dispersée par l'armée qui ouvre le feu sur la foule, faisant de nombreuses victimes. Ce jour marque un point de non-retour. La situation du Shah devient de plus en plus intenable. Et depuis Neauphle-le-Château, une petite ville des Yvelines où il vit, Khomeini multiplie les conférences de presse et il organise la révolution sous les regards et l'intérêt des médias du monde entier. Il reçoit même le soutien d'intellectuels français, parmi lesquels Michel Foucault et Jean-Paul Sartre. Quel droit nous accuse-t-il de vouloir instaurer une dictature religieuse ? Dans l'islam, il n'y a pas de place pour les dictateurs. Pendant ce temps, en Iran, les grèves générales paralysent le pays, bloquent l'industrie pétrolière et asphyxient l'économie. Le 6 janvier 1979, le Shah tente une dernière manœuvre, en nommant Shapour Bakhtiar Premier ministre. Alors Bakhtiar, c'est un libéral, c'est un ancien opposant du Shah, et donc il va tenter de calmer la situation. Il rétablit une partie de la liberté de la presse, il libère des prisonniers politiques et il arrête des personnalités corrompues. Il dissout même la SAVAK, la redoutée police politique. Mais c'est probablement trop peu, et surtout trop tard. Cette tentative apparaît aux yeux des observateurs comme assez vaine, servant à sauver un régime qui agonise. D'ailleurs, l'armée, qui est le dernier soutien du régime, n'arrive plus à contenir les manifestants. Le 13 janvier 1979, depuis la France, Khomeini frappe un grand coup. Il crée le Conseil islamique révolutionnaire, un gouvernement en exil, en quelque sorte. Et en Iran, 3 jours plus tard, le 16 janvier, c'est la débandade. Sur les conseils de Bakhtiar, le Shah s'enfuit avec sa famille. Direction le Caire, puis les États-Unis. Sa fuite marque la fin de la dynastie des Pahlavis. Après 2500 ans d'existence, il n'y a plus de roi en Iran. Le 1er février 1979, l'avion Air France de Khomeini atterrit triomphalement à Téhéran, après plus de 15 ans d'exil.
Alors il est accueilli par une foule immense et il déclare vouloir former un gouvernement. Sauf qu'il existe déjà un gouvernement, le gouvernement de Chapour Bakhtiar. Mais évidemment, la foule n'en veut pas. Et le 11 février 1979, l'insurrection l'emporte, la résistance de l'armée est vaincue, Bakhtiar est contraint de démissionner et se réfugie en France. Les événements font le tour de tous les journaux télévisés, comme ici sur Antenne 2 dans cette archive de l'INA. Il aura donc suffi de 2 jours seulement pour que l'insurrection armée balaie définitivement l'ancien régime. Le lendemain, un nouveau gouvernement révolutionnaire est formé. À sa tête, Mehdi Bazargan, un ancien opposant au Shah et un chiite modéré. Alors, le choix n'est pas innocent, hein. L'idée, c'est de rassurer des laïcs qui pourraient craindre qu'une dictature en remplace une autre. Et c'est pourtant ce qui va se produire. Le 1er avril 1979, la République islamique d'Iran est officiellement proclamée. Alors cette proclamation fait suite à un référendum qui s'est tenu le 31 mars, où l'établissement de la République islamique a été approuvé à 98%. Bon, le vote s'est fait sans isoloir et avec un seul bulletin de vote. C'est plus simple, hein, comme ça, pour le dépouillement. Et le nouveau régime, sous l'autorité incontestée de Khomeini, ne perd pas de temps. Les gardiens de la Révolution, qu'on appelle les Pasdaran, c'est une sorte d'armée parallèle, eux, ils sont chargés de soumettre le pays. Et d'ailleurs, on va faire des purges, justement, dans l'armée, parce que l'armée est jugée trop proche de l'ancien pouvoir. On met en place des tribunaux révolutionnaires qui font fusiller des centaines d'opposants. Khomeini, lui, reste en retrait, comme il le dit lors de cette interview à un journaliste français. Mon rôle ne changera pas, je n'ai aucune intention de faire partie du gouvernement, je me contenterai de guider le peuple et ses gouvernants. Donc, officiellement, il ne gouverne pas, il guide le peuple et ses dirigeants. Et sur le plan économique, les banques, les assurances, les compagnies pétrolières sont rapidement nationalisées. Et la révolution s'accompagne également de la suppression de nombreuses libertés individuelles et surtout d'un recul de la condition féminine. Dès le mois de mars 1979, c'est-à-dire un mois après son arrivée au pouvoir, Khomeini impose aux femmes le hijab, le voile islamique dans les lieux publics, et il conditionne l'accès des femmes à certains emplois au respect de cette obligation. Alors là, un certain nombre de femmes descendent dans la rue pour protester. En vain. La police veille désormais à ce qu'elles soient convenablement habillées. Et par ailleurs, un bras de fer s'engage rapidement avec les États-Unis, l'ancien allié du Shah, que le régime théocratique de Téhéran surnomme le Grand Satan. Et cet antagonisme culmine le 4 novembre 1979, lorsqu'au mépris du droit international, des étudiants prennent d'assaut l'ambassade des États-Unis à Téhéran, qualifiée de nid d'espions. Ils retiennent 66 diplomates américains en otage et ils exigent qu'on leur livre en échange le Shah afin de le juger. Alors, cette crise, qui est une crise majeure, permet aussi aux partisans de Khomeini, les plus religieux donc, d'étouffer toute dissidence intérieure et d'imposer le mois suivant une constitution qui fait de la République islamique un système théocratique. Alors ce mot vient des racines grecques théos, Dieu, et kratos, le pouvoir. Cela désigne un régime où la religion est au pouvoir. Progressivement, le gouvernement Bazargan est dépossédé de tout pouvoir, et il démissionne d'ailleurs après la prise d'otage. Et le pouvoir passe alors de façon quasi exclusive entre les mains des religieux, qui écartent, marginalisent ou répriment leurs anciens alliés laïcs et démocrates. Plusieurs figures issues de la gauche, de la mouvance libérale ou d'autres groupes révolutionnaires sont arrêtés, emprisonnés ou contraintes à l'exil dans les mois et les années qui suivent. C'est une des leçons de cette révolution. Une fois au pouvoir, les religieux se débarrassent de leurs anciens alliés démocrates. La révolution islamique de 1979 a durablement transformé l'Iran. Elle est toujours en place aujourd'hui, pour combien de temps? Et elle est l'héritière de cet événement qui a marqué toute la région, mais aussi le monde.
Car 1979 marque un tournant majeur dans l'histoire de l'islam contemporain. C'est la première fois qu'une révolution islamique triomphe d'un régime en place. Du jamais vu. C'est aussi une révolution assez inédite, conservatrice et religieuse. Au moment même où le communisme, qui a alimenté tant de révolutions, s'essouffle. Elle se caractérise aussi par de nombreux débordements et des purges, avec son lot d'arrestations, d'expulsions et d'exécutions d'opposants. Dans cette république islamique, les religieux se proclament tuteurs des croyants, tout en gardant quelques artifices démocratiques, un peu pour la forme quoi. Du suffrage universel, un parlement, une séparation théorique des pouvoirs. L'islam politique s'adapte. Mais cette révolution ne parvient pas à s'étendre comme elle l'aurait souhaité. Et pour deux raisons. D'abord, elle prend place, comme on l'a dit, dans un pays chiite. Or, partout ailleurs dans le monde musulman, les chiites sont minoritaires et souvent en conflit avec les sunnites. Et la seconde raison, c'est parce qu'éclate en 1980 une guerre longue et sanglante entre l'Iran et l'Irak, sa voisine. Et donc, la guerre empêche l'extension de la révolution. Après la mort de Khomeini en juin 1989, la société iranienne évolue au gré de tendances contradictoires, entre ouverture et repli, réforme et répression. Mais certains fondamentaux ne bougent pas. L'hostilité envers Israël et les États-Unis, la fermeture politique, la lutte contre toute forme d'occidentalisation et la régression des droits des femmes. D'ailleurs, la répression du mouvement Femmes, Vie, Liberté en 2022 l'a encore prouvé. Aujourd'hui, le régime est très impopulaire. On le voit par un énorme boycott des élections, un mécontentement social très fort et une répression accrue. Le pays est peut-être au bord d'une autre révolution, mais c'est une autre histoire. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et vous a éclairé sur une révolution décisive et un pays qui s'est retrouvé récemment au cœur de l'actualité. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit et vous recevrez comme ça tous les nouveaux épisodes du podcast. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle page d'histoire. Un petit mot avant de commencer. Vous le savez certainement, je suis professeur d'histoire-géographie au lycée. Et même si dans mon établissement les choses se passent bien, ce n'est malheureusement pas le cas partout. On connaît tous de près ou de loin des collègues qui se sont retrouvés confrontés à des situations tendues. Des insultes ou des menaces, la pression de certains parents, quand ce n'est pas de véritables agressions verbales devant le portail. Et ce genre d'incident peut vite prendre de l'ampleur. Dans ces moments-là, on est vraiment soulagé de pouvoir compter sur une protection adaptée. Et c'est pour ça que je vous parle aujourd'hui de l'assurance professionnelle Maïf pour les enseignants. Elle couvre ce qu'on n'imagine pas forcément au quotidien. Les incidents en sortie scolaire, les accusations injustifiées, les tensions avec les familles ou encore la diffamation en ligne. Bon, bien entendu, il y a quelques limites et conditions, mais je vous encourage vraiment à vous renseigner. Cette assurance coûte moins de 4 € par mois. Alors si comme moi vous voulez aborder la rentrée de septembre avec sérénité, je vous invite à vous renseigner sur leur site maif.fr à la rubrique Assurance enseignant. Enseigner et accompagner ses élèves, c'est tellement mieux quand on sait qu'on est bien couvert. Allez, maintenant on retourne dans le passé, c'est parti. Et merci à Maïf de sponsoriser ce podcast.